Bon appétit. Ma soeur, elle a fait son coming out de je suis pas fan du saumon. Tu m'as trop teasé là. Pardon. Et tu sais que je suis devenue veg à cause de mon orthophonisme. Ah, quelle connasse. Ça c'est du beurre et des œufs. Parfait là. Du beurre, des œufs et du citron. Mais c'est bio. C'est du gras bio. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Irma. Irma a 25 ans et avec elle nous avons discuté des secrets de famille, des premiers baisers dans les toilettes, de The L World et de la vie d'Adèle, de la difficulté à s'accepter tel que l'on est, mais aussi, surtout, des femmes et de l'amour des femmes. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Oui, ça me plaît d'être une femme pour plusieurs raisons, parce que je trouve que les femmes ont une résilience et une force incroyable. Ma grand-mère paternelle a eu 8 enfants. C'était une femme d'agriculteur. J'ai appris récemment qu'elle s'est fait avorter. Donc je me dis, à son époque à elle, avec sa condition sociale à elle, se faire avorter, c'était pas facile et c'était certainement pas dans un cabinet médical. Donc je me dis qu'il y avait une forme de résistance dans sa vie parce que je pense elle voulait pas forcément avoir 8 enfants et qu'elle était un peu contrainte et je pense que j'ai un certain caractère et je pense que si j'ai ce caractère aujourd'hui, c'est grâce à elle aussi. Pour ma grand-mère maternelle, c'est beaucoup plus compliqué. Elle est morte quand elle avait 34 ans et elle est morte sous les coups de son mari. C'est verbalisé aujourd'hui dans la famille. Enfin, on dit elle est morte sous les coups de son mari, notamment parce que moi j'ai une sensibilité féministe et que j'en parle à ma mère et qu'elle me raconte des choses. Et du coup, tout ça, je l'ai emmagasiné. Et en ça, j'aime être une femme parce que j'aime penser que on est plus résiliente et plus forte et que toutes les femmes qui vivent des choses très violentes arrivent quand même à trouver la force en elles de surmonter ça. Et en fait, aujourd'hui, j'adore être une femme. J'adore le fait qu'on soit dans une époque, je pense, qui va changer pas mal de choses. J'adore me battre pour nos droits. Donc j'aime bien ça. Et puis voilà, j'aime être une femme. C'est quoi pour toi être féminine ? Être féminine, je pense que c'est se sentir bien dans son corps de femme. Enfin, moi, je crois pas aux injonctions, c'est-à-dire que moi, j'ai des périodes 100% sans make-up parce que j'ai pas envie, parce que je me lève trop tôt et que j'ai la flemme. Et pour autant, je me sens hyper féminine plein de fois. Je suis plus à l'aise en pantalon. Il y a une époque où j'étais plus à l'aise en robe. Il y a une époque où je portais vraiment du court parce que je me sentais ultra féminine. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Mais pour moi, être féminine, c'est une réponse multiple en fait. Il n'y a pas une féminité qui vaut sur l'autre et il n'y a pas une façon d'être féminine qui vaut sur l'autre non plus. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille ? Alors oui, ils étaient heureux d'avoir une petite fille, mes parents, parce que parce qu'ils avaient eu un garçon et qu'ils ont été contents d'avoir les deux en fait. Néanmoins, mes parents, c'est des gens qui pensent que les garçons sont plus turbulents que les filles et que les filles sont très sages et très douces. Et du coup, ils étaient très contents, mais pas forcément toujours pour les bonnes raisons, je pense. Mais oui, ils étaient contents. Et c'était quoi le rôle qu'ils avaient chacun dans la famille ? Alors, mes parents, ils ont un rôle très défini depuis toujours. Ma mère est beaucoup dans l'intérieur. Elle s'occupe du ménage, de la cuisine, du repassage, des lessives. Et mon père est en extérieur, donc il fait le jardin, les fleurs, le potager, il répare, il construit, etc. Et c'est un rôle très segmenté et chacun ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Si bien que, en fait, je me demande si, par exemple, ma mère meurt ou mon père meurt, enfin, comment ils vont faire. Mon père ne sait pas faire cuire des pâtes, donc en fait, c'est un petit peu problématique, à un moment donné. Et du coup, je me dis, que, en fait, ces rôles-là que j'ai vus, moi, tout au long de ma vie, ça m'a donné envie de faire exactement l'opposé. Je me suis jamais intéressée à la cuisine, j'ai jamais eu envie d'apprendre à faire le ménage, à repasser ou à coudre. Bon, a priori, je vais pas finir avec un homme, donc je vais pas le faire comme ça, mais j'ai trouvé ça très segmenté, très vite, en fait, et je me suis dit, c'est fou, parce que même nous, en fait, en tant qu'enfants, mon frère était tout le temps dehors et moi j'étais tout le temps dedans.
Et j'ai souvent lu des choses ou entendu des choses sur le fait que les femmes, en fait, elles ont pas forcément d'espace en extérieur, elles ont pas forcément la possibilité d'exister à l'extérieur. Du coup, c'est pour ça que beaucoup de femmes prennent leur cuisine, disent c'est ma cuisine, personne ne vient, parce que c'est leur endroit, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas pour ma mère, mais bon, moi ça me convient pas. On va parler de ton éveil sexuel maintenant, et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu conscience de ta sexualité ? Ma sexualité en tant qu'identité sexuelle, c'est-à-dire en tant que lesbienne, je pense qu'elle est arrivée très tôt. Néanmoins, j'ai mis très longtemps à la comprendre. Quand j'étais en grande section, j'avais une meilleure amie et on jouait au papa et à la maman. Et je devais faire le papa, je pense, et on s'était fait un bisou sur la bouche. Et avec les années après, quand j'ai découvert que j'étais lesbienne, je me suis dit ah oui, bon, c'est pour ça que t'avais autant aimé ce bisou-là. En fait, c'était pas parce que c'était fun de faire ça avec sa meilleure amie, etc. Mon éveil sexuel en tant que sexe quoi, je pense que c'était 13-14 ans. Je crois que je regardais un film et puis s'est passé quelque chose en moi et j'avais pas compris. Alors je me suis dit oulala, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai un peu laissé tomber. Parce que j'étais pas du tout branchée sexe à ce moment-là et que je savais pas ce que c'était et que à la maison on n'en parlait pas, qu'avec mes copines on n'en parlait pas forcément. Ensuite, après ma première fois, j'ai découvert la masturbation et là j'ai eu mon premier orgasme avec moi-même entre guillemets et je me suis dit ah oui quand même c'est une sacrée machine en fait on peut faire plein de trucs c'est trop génial et en fait ce désir sexuel on peut le transformer en quelque chose d'autre, en orgasme. Il y a une continuité à ça, c'est pas juste un désir qu'on a envie de satisfaire, c'est vraiment quelque chose qui peut se transformer. Tu disais que on n'en parlait pas à la maison du sexe, c'était un sujet tabou ? C'est un sujet tabou sans en être un, dans le sens où ma mère a vécu sa première fois avec mon père, et je pense que l'inverse est vrai aussi, même si avec mon père on n'en parle pas du tout. Et donc du coup, elle a beaucoup de mal à parler de sexe. Mais même quand on dit le mot sexe, j'ai l'impression qu'elle va faire une crise cardiaque en fait. Et à chaque fois qu'on évoque le sujet, il y a une gêne des deux côtés. Bon, déjà parce que ma mère sait pas que je suis lesbienne, donc ça pose un problème autre. Donc c'est un peu problématique parce que moi j'aime bien parler de sexe. T'as évoqué ta première fois tout à l'heure et c'était avec une fille du coup ? Oui, c'était avec une fille. Alors c'était non seulement ma première fois, mais c'était aussi ma première relation tout court. Et elle m'intriguait beaucoup, mais elle était pas... Enfin, pour moi, elle représentait pas du tout quelqu'un qui pourrait me plaire potentiellement, parce que moi je pensais que j'étais hétéro. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. On était assez alcoolisés et puis moi je suis très câline, je suis très tactile, j'aime beaucoup prendre mes amis dans mes bras, etc. Donc je l'ai prise dans mes bras, on discutait plein de trucs. Et à un moment donné dans la soirée où j'ai eu envie de l'embrasser. Et donc du coup ça s'est fait. On est allé aux toilettes s'embrasser. Et là le monde m'est tombé dessus en fait parce que je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Enfin qu'est-ce qui se passe ? Donc le lendemain, gueule de bois un petit peu difficile, puisque t'as toute ta vie qui s'est effondrée sur toi en une soirée. On a décidé d'être ensemble, donc moi je savais pas du tout si je voulais être qu'avec des filles ou voilà. Je savais juste que je l'aimais bien et que j'avais envie de tester. En fait c'est pas bon, le moment des toilettes c'était assez magique, enfin je veux dire c'était mon premier baiser aussi quoi, donc voilà, bon c'était dans les toilettes, malheureusement on n'a pas tous la chance de faire ça sur une île déserte avec un coucher de soleil, mais après quand on est sorti des toilettes je suis partie m'isoler, j'ai pleuré. Là oui, j'ai pleuré le lendemain quand je suis rentrée chez moi et que j'ai pris ma douche. Je me rappelle, j'étais accroupie dans ma salle de bain en train de chialer parce que je savais pas du tout ce qu'il allait m'arriver, et en même temps j'avais envie d'être avec cette fille parce que c'était spécial, parce que voilà. Donc du coup on est sortis ensemble un mois et j'étais prête à faire ma première fois, mais par contre j'étais pas prête à le faire avec une fille en fait. Et là je me suis retrouvée dans une espèce de désert d'informations. Mes parents, c'était hors de question que je leur en parle. Mes meilleures amies, on avait tout à peu près fait nos premières fois dans la même année quoi, mais elles étaient qu'avec des mecs. Donc du coup je me suis dit mais putain, mais à qui je vais m'adresser pour parler de ce que je dois faire en fait, parce que moi j'avais absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire. Du coup, je suis allée sur des forums en toute discrétion sur l'ordi de mes parents pour voir comment on faisait l'amour à une fille quand on était une fille. Et au final, j'ai trouvé quelques réponses, mais ça s'est bien passé parce que je pense qu'il y avait beaucoup de tendresse et beaucoup de bienveillance. Et mais je pense que on est toujours amis en fait avec cette fille-là. Je pense que si on
on faisait un bilan quelques années après, on se dirait, c'est pas le coup de notre vie, hein, il y en a eu des meilleurs, mais c'était cool, quoi, voilà. Et donc après vient le questionnement de je suis quoi parce qu'on s'est séparés, et donc là je me suis dit je suis pas lesbienne, je suis pas hétéro, est-ce que je suis bisexuelle? Et du coup je me disais c'est mon exception en fait, j'aime les mecs, mais cette fille là elle m'a fait quelque chose. Est-ce que tu dis que tu te considérais hétéro et que cette fille c'était une exception, mais t'avais déjà été attirée par un garçon? Oui, j'avais déjà été attirée par plusieurs garçons, mais il s'était jamais rien passé. Et je pense que, avec du recul, maintenant j'ai pu travailler sur moi-même, je pense que j'idéalisais beaucoup la relation avec un garçon, justement parce que d'une certaine façon, sans me l'avouer, je savais que j'aurais jamais de relation avec un garçon. Et en fait, je suis capable de dire même aujourd'hui, oh ce garçon il est trop beau, oh, putain il a un beau cul, ou voilà. Ça veut pas dire que je suis bisexuelle, ça veut juste dire que ce garçon il est vraiment beau et qu'il a vraiment un beau cul, mais je suis pas attirée sexuellement en fait, et ça j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. Et alors à quel moment tu t'es dit que t'étais lesbienne? Alors après la première relation que j'ai eue, il y a eu toute une phase où je voulais pas être lesbienne, je le voulais pas, donc je savais pas dans quelle catégorie me mettre. Je me disais, y a pas, peut-être je suis sans étiquette, je sais pas, j'ai pas de préférence, je sais pas trop. Et plus le temps passait, plus j'étais attirée par des filles. Et j'ai passé quelques mois comme ça dans le désarroi total, et je suis arrivée à la fac. Et à la fac, il y avait quand même plus de filles qui m'attiraient, voire que des filles qui m'attiraient. Et je me suis avouée un jour que j'étais lesbienne parce que je sais plus ce que j'ai dit à ma meilleure amie. Je lui ai envoyé un message en lui disant, je sais pas, nous les lesbiennes ou je sais pas quoi. Elle m'a dit alors t'es lesbienne, et j'ai dit oui, et en fait c'était juste ah oui c'est bon, je peux enfin le dire, c'est bon, je me suis collé une grosse étiquette sur le front, mais c'est pas grave parce que ça fait du bien. Et en même temps tous ces mois avant de m'avouer, j'avais regardé toutes les séries qui mettent en scène des lesbiennes, notamment The L Word, une série que j'apprécie pas énormément, bizarrement je pense que je suis la seule lesbienne du monde à dire ça, mais qui a le mérite de mettre en scène uniquement presque des femmes qui aiment les femmes. J'ai pas aimé The L Word. Alors déjà parce que je trouve que l'intrigue elle est beaucoup trop compliquée. Moi j'ai pas compris la fin de The L Word. Si quelqu'un peut m'expliquer, je lance un appel. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la fin de The L Word? Je n'ai rien compris. Aussi parce que je trouve que c'est vraiment une série qui parle d'être lesbienne tout le temps, quoi. Genre, en fait, le sujet de la série, c'est être lesbienne. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Comme si la femme lesbienne était ramenée tout le temps à sa sexualité, et que, en fait, tout le monde qui gravite autour n'est qu'un monde de lesbiennes. Et ça, j'ai pas vraiment aimé, parce que je m'identifiais pas, en fait. Parce que moi, je vis pas forcément dans un monde, j'ai des amis gays, lesbiennes, tout ça. Mais je vis pas, j'ai aussi beaucoup d'amis hétéros, et je me reconnaissais pas, en fait, c'était pas moi. Moi, je gravite pas du tout dans un monde de lesbiennes, et je vis pas dans The L Word, quoi. C'est pas du tout ça. En fait, le truc, c'est que c'est un défaut qu'on peut pas vraiment reprocher à la série, parce que c'est la première série qui met en scène des personnages exclusivement lesbiens. C'est comme Rafiki, le film sur les deux filles au Kenya. Bon, c'est un peu mielleux, c'est un peu niais, etc. Mais en même temps, on peut pas. C'est le premier film du Kenya qui parle de l'homosexualité féminine. Donc on peut pas vraiment lui reprocher. Je pense qu'il y a un début. En fait, c'est le début de quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé Féminin, qui est une série québécoise, une web-série québécoise sur des filles lesbiennes. J'ai trouvé beaucoup plus travaillée. Et je trouve que il y a plus d'interrogations sur ce que c'est être une femme lesbienne que dans The L Word, où c'est vraiment alors la toile, le coup de la toile, tout le monde couche avec tout le monde, je supporte pas. Et en plus de ça, beaucoup de femmes lesbiennes ont reproduit ce schéma dans leur propre ville et ont fait des toiles, quoi. Mais moi je ne peux pas, en fait, c'est pas possible, voilà. Mais quand même, ça a le mérite de montrer à la télé des femmes qui aiment les femmes, des personnages femmes qui aiment les femmes, et qui sont pas des espèces de caricatures des lesbiennes, c'est-à-dire celles que j'avais avant de m'avouer, c'est-à-dire la grosse camionneuse avec les cheveux courts qui s'habille au rayon mec. Et ça a été aussi une lutte après m'être avoué que j'étais lesbienne, de me dire est-ce qu'il faut que j'ai un certain style vestimentaire et physique pour être reconnue comme une lesbienne. Moi je vivais dans une petite ville et c'est vrai que toutes les filles je les voyais mais se couper les cheveux, s'habiller au rayon mec chez H&M, et je me disais mais attends, est-ce que c'est ça être lesbienne en fait? Et en fait un jour je me suis dit ah non, c'est pas ça du tout ce que je veux, et je veux être moi-même en fait. Être lesbienne ça fait partie de ma personnalité, de ma vie, de ma sexualité, mais c'est pas ce que je suis en entier.
parce que j'ai vraiment rencontré des femmes qui se présentaient en disant bonjour, je m'appelle machin et je suis lesbienne. Et en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre autant en avant. Donc moi, j'ai vraiment pris du recul sur ça, sur la communauté lesbienne. Alors moi, j'aime pas trop le mot communauté parce qu'on est trop différentes pour être une communauté, je pense, mais bon, c'est mon avis. Et du coup, j'ai vraiment pris du recul et je me suis dit beaucoup de mes potes sont hétéros, je vais pas les gommer de ma vie parce qu'ils sont hétéros. Et eux, ils m'ont pas gommé de leur vie parce que je suis lesbienne. Et du coup, voilà, c'est tout un cheminement intérieur qui s'est fait pendant plusieurs mois et plusieurs années. Voilà. T'as eu le sentiment qu'on essayait de te faire rentrer dans des cases ? Oui, parce que à la fois on va dire dans le cercle de personnes qui ne connaissent pas forcément des personnes homosexuelles et qui ont un peu des clichés véhiculés, etc., on me disait mais t'es sûre t'es lesbienne parce que t'as pas l'air d'une lesbienne en fait. Mais oui, on a voulu, je pense, me faire rentrer dans des cases, mais moi aussi je m'y suis mise en fait. Moi j'avais envie d'appartenir aussi à quelque chose. Parce que quand tu te colles une étiquette, il suffit pas de te la coller et de dire voilà, maintenant je suis lesbienne, tant pis, je mets ça de côté parce que t'as envie d'appartenir à quelque chose et t'as envie, comme c'est tellement douloureux, enfin moi je le vis vraiment comme quelque chose de douloureux, difficile, le cheminement. T'as envie d'avoir des alliés, des gens qui ont vécu la même chose que toi. Et donc du coup tu rentres parfois dans des cercles LGBT et c'est un peu cliché parfois, etc. Et aussi les gens extérieurs à ces cercles te renvoient des choses très stéréotypées et des questions qui n'ont pas lieu d'être en fait, que tu ne poserais mais jamais de la vie à un hétéro ou une hétéro. Quoi par exemple comme question ? Il y a pourquoi ce choix, mais vous faites quoi au lit ? Et ça c'est aussi une des questions très récurrentes. Est-ce que vous faites les ciseaux, tu vois, les trucs que tu vois dans les pornos, mais qui c'est qui fait l'homme, et le sexe lesbien est vraiment diminué, il est très fantasmé aussi. Il est fantasmé. Moi, j'appelle ça le fantasmagorique sexe lesbien. C'est-à-dire qu'en fait, il est fantasmé parce que les garçons qui s'imaginent de lesbiennes, ils trouvent ça super excitant parce qu'en fait, c'est deux filles qui couchent ensemble, mais le principe de coucher avec une fille, c'est de ne pas avoir de garçon, en fait, avec. Donc voilà. Et il y a aussi le fait que c'est comme si on préparait le terrain pour accueillir le mâle avec son pénis, quoi. Et si réduire le sexe à ça, je trouve ça vraiment ça me fait pitié en fait. Et je l'ai dit à beaucoup de garçons qui m'ont fait la réflexion. Et du coup, bon, c'est très mal accueilli, hein, forcément. C'est la rébellion de la lesbienne. Mais si tu veux, quand t'es toute seule à te battre avec un mec qui te fait des remarques sur le fait que tu te fais des chatouilles, tu te fais des caresses, mais c'est mignon, ça reste mignon. Mais attends, je veux dire, c'est pas tout le temps, voilà, on n'est pas tout le temps en mode hardcore, mais on peut aussi, ça peut être aussi bestial et ça peut être aussi super bon. Et si on avait vraiment envie d'un pénis, on irait au sex shop et on en achèterait un et ça serait peut-être moins dangereux aussi, tu vois. Genre, on tomberait pas enceinte, on n'aurait pas des MST, tu vois. Donc si tu veux, si on a envie d'un pénis, il y a des trucs qui s'appellent les sex shops et voilà, enfin je veux dire, il y a pas que la pénétration, il y a pas, voilà. Et on a construit toute la sexualité, qu'elle soit hétéro, lesbienne, ou gay, ou voilà, on a construit toute la sexualité autour de ce pénis magique en fait, qui serait le donneur d'orgasme, alors que il y a genre, je crois que c'est dans les statistiques, 86% des femmes lesbiennes ont un orgasme à chaque rapport, contre 65% des hétéros. Je dis pas que c'est la faute des mecs, hein. Je dis juste qu'il y a une méconnaissance du corps de la femme et un manque de communication qui est peut-être plus fort chez les hétéros que chez les lesbiennes. Après, il y a aussi des lesbiennes qui sont dans ce truc-là de performance, etc. Mais quand même, il y a quand même une différence, quoi. En fait, ce que j'entends beaucoup, c'est j'en ai marre des mecs, je veux devenir lesbienne. Et en fait, moi, ça me dérange un peu cette phrase-là, dans le sens où parfois j'en ai marre des filles aussi, quoi. Enfin, dans ma vie, j'en ai eu marre des filles, c'est pas moins compliqué sortir avec une fille. Enfin, c'est une question de personnalité. Je pense pas que ce soit une question de genre, quoi. Les hétéros qui veulent tester, ça fait un peu genre rat de laboratoire, t'es mon test et puis après je verrai, quoi. Sauf que ça marche pas comme ça en fait, tu peux pas demander à quelqu'un oui j'ai envie de tester, enfin y a certaines personnes ça leur convient, mais moi ça me convient pas, donc j'ai jamais mais je connais j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà fait ça. Ici des voilà, hétéros. ici des hétéros très gentiment, elles donnent de leur temps, c'est et voilà qui font très souvent ça, très souvent ça. Mais du coup, je peux pas juger mes amis, par exemple, qui couchent avec des femmes hétéros pour les initier, entre guillemets, à la sexualité lesbienne, parce que moi-même, j'ai déjà couché avec un mec, alors que je savais pertinemment que j'étais lesbienne. Donc t'as couché avec un garçon ? Oui, j'ai couché avec un garçon. Alors c'était comment ? C'était nul à chier.
C'était la pire expérience sexuelle de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai eu des mauvaises, mais en vrai, celle-ci, c'était vraiment... Bon, alors, c'est très particulier. C'était un mec qui m'attirait beaucoup, et j'étais dans une période très, très difficile. Et je me disais... bon, ouais, je le trouve beau, j'aimais ce qu'il me disait, voilà. Mais ça s'arrêtait là, et j'avais pas compris que ça s'arrêtait là, en fait. Je regrette pas de l'avoir fait parce que ça sert à rien de regretter quoi que ce soit dans sa vie. Mais néanmoins, si je devais choisir entre le refaire ou pas, je le referais pas. Parce que pour moi, c'était vraiment le vide, quoi. Le vide intersidéral. Et en plus, je cherchais ses seins, donc il en avait pas. et en fait, c'était hyper étrange, et je pense que j'ai laissé derrière moi cet épisode-là. Alors, pour revenir un petit peu, du coup, à ta première fois, t'es resté longtemps avec cette fille après ? Je suis restée 1 mois avec elle, et après, j'ai vécu peut-être 1 an et demi toute seule, et j'ai rencontré une autre fille après. On s'est toutes les deux, je pense, aidées à être qui on était, quoi. Je crois que c'est la première fois que j'ai découvert aussi l'amour, que j'ai découvert le sexe bienveillant. Enfin, j'avais vécu du sexe bienveillant, mais vraiment bienveillant dans l'écoute et dans le plaisir. Dans le plaisir, voilà, et dans l'appropriation de son propre corps. Et cette histoire-là, en fait, elle a défini qui je suis aujourd'hui. Donc merci. mais voilà, c'était pas fait pour durer, je pense, mais ça a vraiment beaucoup joué. C'est avec elle alors que t'as fait ton éducation sexuelle ? C'est avec elle que j'ai commencé à faire mon éducation sexuelle, dans le sens où c'était la première personne avec qui je couchais, avec qui j'avais un orgasme. Et donc c'était la découverte de tout un tas de choses que je connaissais pas. Il faut dire que en fait, pour faire son éducation sexuelle quand on est lesbienne, il n'y a pas énormément de possibilités. Au niveau cinématographique, La vie d'Adèle n'est absolument pas un exemple de ce qu'est la vie sexuelle d'une lesbienne. Et j'ai particulièrement aimé l'histoire de ce film, mais j'ai particulièrement détesté les 7 minutes interminables de sexe qui sont jouées par des hétéros et qui ne sont absolument pas représentatives, je trouve, de ce qui est... oui, c'est le sexe lesbien fantasmé par les chiches, quoi. C'est ça. Je pense que The L Word a aussi beaucoup aidé à l'éducation sexuelle de nombreuses lesbiennes. La masturbation a fait partie de l'éducation sexuelle, évidemment. Moi, j'ai découvert le clitoris, je savais même pas ce que c'était, quoi. Je me rappelle, une fois, on m'a posé la question, est-ce que t'es plutôt vaginale ou plutôt clitoridienne ? Moi, j'avais jamais couché avec personne, et j'étais là, j'en sais rien du tout, mais c'était quoi la différence ? Et bon, au final, on a découvert qu'il n'y en avait pas vraiment, hein, donc voilà. Mais je veux dire, c'est quand même fou de pas savoir à 17 ans qu'on a un clito, quoi. Je trouve ça dingue. Et alors, l'éducation sexuelle LGBT, je préfère même pas en parler, quoi. C'est-à-dire qu'il y a personne va te parler ça au collège, au lycée, quoi. Personne, enfin, à part connaître quelqu'un qui est lui aussi ou elle aussi homo, personne va t'en parler. Et je trouve ça assez difficile, en fait, de rentrer dans une vie sexuelle sans avoir aucune connaissance, en fait. Tout à l'heure, tu nous disais que ta mère, elle ne savait pas que tu étais lesbienne. Pourquoi tu lui en parles pas ? Parce que je pense que j'aurais dû le faire dès le début et que ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, je me sens très bien dans ma sexualité. J'ai une copine que j'aime beaucoup. Tout le monde m'accepte. Les parents de mes potes le savent. Enfin, je veux dire, tout le monde m'accepte comme je suis. Et j'ai du mal à revenir en arrière, mais ça va être nécessaire. Hein. Je vais le faire un jour. Hein. Mais j'ai du mal vraiment à me dire que je sais qu'ils vont pas l'accepter tout de suite, que ça va être un peu difficile au début, voire très difficile pour ma mère notamment. En gros, tu sais que tu vas t'attendre à ce que ta mère te dise mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'aurai jamais de petits-enfants, et en fait, moi, je crois que je suis pas prête à vivre ça tout de suite, là, maintenant. Mais du coup, avec tes parents, vous parlez pas du tout de ta vie ? Ils te posent pas de questions Alors, mes parents, très vite, j'ai séparé ce que je vivais avec mes parents de mon intimité, enfin de ma vie amoureuse, etc. Donc, je leur en ai jamais vraiment parlé. D'une certaine façon... je leur en veux parce qu'en fait ils m'ont justement jamais posé de questions, et parce que toutes les peines de cœur, tous les trucs qu'on vit quand on a une vie amoureuse, je leur en ai jamais parlé, et je leur en veux de pas avoir compris, en fait. Et tu te dis que tu leur en parleras quand ? Je me dis que je leur en parlerai quand... C'est une bonne question. Je crois que je suis prête depuis très longtemps à leur en parler.
je sais pas si je veux le faire à l'oral en fait. J'ai très longtemps je me suis dit tu le feras à l'oral, tu le feras en face à face, tu leur expliqueras tout, genre bien carré comme il faut. Et en fait je crois que je suis pas capable en fait sans me mettre à pleurer, donc je pense que je vais pas le faire. Je pense que je vais leur écrire une lettre, mais je crois pas que je serais capable de leur dire en face en fait. Tout à l'heure, quand tu parlais de ta maman, tu disais que ce qui la ferait flipper, ce serait la peur de pas avoir de petits-enfants. Tu penses que c'est ce qui t'empêche de lui dire ? Je pense que c'est une des raisons qui m'empêche de lui dire, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les histoires de coming out. Tu pourras pas être enceinte, voilà. Alors que c'est pas forcément vrai, puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui ont recours à la PMA, qu'elles soient célibataires ou en couple avec une autre femme. Mais dans l'imaginaire de la société, c'est pour ça que la PMA elle n'est pas autorisée aujourd'hui aux femmes célibataires et aux lesbiennes. Il n'y a que des personnes hétéros qui peuvent avoir un enfant. C'est-à-dire que même la personne hétéro qui a recours à une PMA, elle peut, parce qu'elle est hétéro. Beaucoup de gens encore, notamment des gens de confession catholique, mais pas que, dont ma maman fait partie, beaucoup de gens ont dans la tête cette structure familiale qu'il ne faut absolument pas défaire, c'est-à-dire d'être en couple avec quelqu'un du sexe opposé, de faire des enfants avec quelqu'un du sexe opposé, si possible se marier, et si possible pas divorcer, quoi. Sachant que un autre schéma est tout à fait possible et est déjà ancré dans la société, puisque on a l'impression avec la Manif pour tous que en 2013 tous les couples homo ont décidé d'avoir des enfants, alors qu'il y en a qui ont, enfin ça fait 40-50 ans qu'ils ont des enfants, quoi. Je veux dire, ça existe depuis longtemps, ça existera toujours, et je pense que c'est en ça qu'il faut dissocier le fait d'être homo du fait d'avoir des enfants. C'est-à-dire que il y a des homos qui veulent des enfants, il y a des hétéros qui veulent des enfants, il y a des hétéros qui veulent pas d'enfants, enfin etc. Et ça, je pense que ma mère le comprend pas non plus. Dans le sens où moi je lui dis, maman, je sais pas si j'aurai des enfants, mais si je lui dis que je suis homo, je sais qu'elle va associer les deux. Elle va dire, elle est homo, donc elle veut pas c'est pour ça qu'elle veut pas d'enfants. Oui, alors que si t'étais hétéro, t'en voudrais peut-être pas non plus. Voilà. Et elle arrivera pas à dissocier les deux. Et ça, c'est le schéma familial qu'on a. C'est des gens qui ont pas compris qu'on a dissocié l'Église et l'État en 1905, quoi. Voilà. Du coup, on va parler un peu de ton corps maintenant. Et comment tu t'entends avec lui ? Est-ce que tu l'aimes ? Aujourd'hui, je l'aime. Avant, je pourrais pas dire la même chose. Quand j'avais 12 ans, en fait, j'étais, on va dire, en surpoids. Et j'avais vraiment du mal parce que je voyais dans les magazines pas beaucoup de filles comme moi, et j'avais envie de faire du 32, j'avais envie d'être hyper fine, et du coup j'avais fait genre un méga régime, et aujourd'hui je trouve ça hyper choquant qu'une gamine de 12 ans ait fait un méga régime pour perdre, je sais pas, 7 kilos, tu vois. Mais à l'époque c'était mon but, quoi, dans la vie, quoi, c'était vraiment, il fallait que je rentre dans ce 32, enfin voilà. Je suis jamais rentrée dans du 32. En même temps, j'ai un corps un petit peu spécial parce que je suis très grande, et j'ai toujours été très grande. Et donc c'est difficile pour se cacher quand on est grand, et quand on veut se cacher, quand on veut pas forcément être remarqué. Et je me trouvais pas jolie, et j'aimais pas du tout l'image que je renvoyais. Et un jour, je sais pas quand, je sais pas comment, peut-être au même moment où je me suis dit que j'étais lesbienne, ça a peut-être aidé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai mais à foutre, en fait. Je m'en tape complètement, j'en ai marre de me peser, mais tout le temps. Je me suis pas pesée depuis 8 ans, quelque chose comme ça. Je vois ma mère, elle a 60 ans, elle est un peu ronde, et elle est toujours sur ce qui s'est passé il y a 40 ans quand elle faisait peut-être, je sais pas, 40 kilos de moins, quoi. Mais en fait, ça fait 40 ans que tu fais plus ce poids-là. Pourquoi tu cherches toujours à revenir à ce poids ? Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de finir comme ça. J'ai pas envie de me regarder dans le miroir et me dire, oh putain, je suis vraiment dégueulasse aujourd'hui. Même si ça arrive, je peux pas être tout le temps confiante. Hein. Je suis consciente que c'est pas tous les jours facile, qu'il y a des jours où on se dit, putain, je ne ressemble à rien aujourd'hui. Mais j'ai pas envie que ce soit tous les jours, et j'ai envie de m'accepter comme je suis. Et ça a vraiment été un déclic il y a quelques années. Et je suis fière en fait d'avoir des formes, elles sont pas hyper harmonieuses tout le temps, et je suis très grande, et voilà, mais je l'aime mon corps, quoi, et je l'échangerai pour rien au monde, quoi. Est-ce que tu te montres nue facilement ? Alors aux autres pas forcément, c'est-à-dire par exemple même mettre un maillot sur la plage, pour moi c'est parfois ça peut être compliqué, surtout dans les longues périodes d'hiver. Je trouve que c'est super violent de tout d'un coup là il faut tout enlever, ça me vraiment, mais après même dans le sexe en fait, moi ce qui me fait peur c'est pas vraiment de me mettre nue, parce que en fait le sexe c'est peut-être l'un des endroits où je suis vraiment très 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 confiante avec mon corps,
Mais c'est juste, comme j'ai eu quand même quelques histoires, c'est me mettre nue devant une nouvelle personne. En fait, je trouve ça super compliqué. Et là, ça fait un petit moment que je suis en couple, donc ça va. Mais il y a eu une période où j'enchaînais pas mal et je me disais, j'ai pas envie de me mettre nue devant une nouvelle personne. J'ai pas envie d'être vulnérable comme ça devant une nouvelle personne. Et en fait, ça, c'est compliqué. C'est quoi ce que tu préfères chez toi? Ce que je préfère, c'est mes jambes, parce qu'elles sont longues, et mes yeux, parce qu'ils ont une couleur un peu mélangée, quoi. Tout à l'heure, tu disais que t'avais un peu de mal à te mettre à nu devant une nouvelle personne, mais est-ce que quand t'es dans le feu de l'action, t'arrives à oublier ton corps? Alors, j'arrive à oublier mon corps parce que je pense quand on est dans le feu de l'action, enfin, quand on couche avec quelqu'un, on n'a pas forcément conscience. Enfin, moi, je suis pas du tout dans le truc calculer mes angles et j'ai jamais fait ça. Genre, de toute façon, c'est pas du porno. Je veux dire, on a tous des défauts. Et ce qui est cool, c'est que, en fait, ce que je préfère dans le sexe, c'est presque l'après orgasme et voilà. C'est vraiment le peau à peau et découvrir le corps de l'autre, mais d'une autre façon. Est-ce que tu penses que ta sexualité influence la personne que tu es? Je pense que ma sexualité influence la personne que je suis parce que, d'une certaine façon, même si c'est pas vrai pour toutes les personnes avec qui j'ai couché, j'ai toujours été quand même assez épanouie sexuellement. J'ai toujours eu à cœur, je pense, de vouloir découvrir de nouvelles choses. Ça n'a pas été le cas avec toutes mes partenaires, je préfère dire toutes. Et en fait, avant, je disais, pour moi, le sexe, c'est pas tabou, on peut en parler, tout ça. Tout en étant dans une espèce de rôle que je me donnais quand je couchais avec quelqu'un. En fait, j'étais tout le temps dans la satisfaction de l'autre, mais moi, si quelque chose ne me convenait pas, j'osais pas vraiment le dire, et aujourd'hui, c'est totalement le cas. Donc aujourd'hui, on peut vraiment dire que le sexe n'est pas tabou parce que y a des choses que j'ai testées que j'aurais jamais pensé tester, et en fait, mais des choses qui peuvent être insignifiantes pour certains, mais qui, moi, me bloquaient. Et aujourd'hui, je les ai testées, donc aujourd'hui, je peux vraiment dire que le sexe n'est pas vraiment un tabou, quoi. C'est quoi les choses qui te bloquaient? Par exemple, une pratique que j'aurais, qui me plaisait pas, c'était vraiment la pénétration, du coup avec des doigts. J'avais super mal et je me disais tant pis, c'est pas pour moi, quoi. Genre c'est pas du tout un truc qui me plaît, c'est pas un truc mais j'osais pas le dire par contre. Donc ça veut dire que j'avais mal. Je faisais genre ouais non arrête c'est bon. Je disais pas non j'ai mal, en fait faut qu'on trouve une solution pour que peut-être j'ai pas mal. Là avec ma copine, et elle va me tuer si ça écoute, c'est pas grave. En fait je lui avais dit dès le début, j'avais dit en fait pour moi la pénétration c'est juste pas possible en fait. Et en fait on a discuté et on a essayé des choses, et en fait maintenant la pénétration j'aime beaucoup et je prends vraiment du plaisir. Pareil avec le cuni, en fait j'aimais pas vraiment recevoir de cuni, et en fait au fil des années je me suis dit peut-être que c'est la personne qui était pas forcément très douée et j'étais pas vraiment dans le dialogue, et là maintenant je le suis totalement, et en fait je pense que c'est grâce à la communication qu'on avance dans sa sexualité, et c'est ça qui manque aussi à l'école. On nous apprend pas que la sexualité c'est aussi beaucoup de la communication, et qu'on peut pas juste faire son truc de son côté et attendre et se dire peut-être l'autre il va avoir du plaisir ou pas, mais moi je m'en fous, c'est mon plaisir, quoi. On est deux. Sinon, faut continuer à se masturber et puis faut pas aller faire chez les autres, quoi. Mais je veux dire, on peut pas prendre l'acte sexuel comme un truc égoïste, quoi. C'est pas possible. Et du coup, pour reparler un petit peu de masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques toujours aujourd'hui? Oui, c'est quelque chose que je pratique, je dirais au moins une fois par semaine, si ce n'est plus. C'est un truc que j'aime bien, quoi. Je trouve qu'il y a pas de truc d'être en couple ou pas, on s'en fout, quoi. C'est vraiment un moment avec moi-même, et pour découvrir des choses qui me font plaisir, et voilà. Et des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité? Le toucher, parce que je trouve qu'il y a rien de plus... au niveau des sensations, il y a rien de mieux que de toucher la peau de l'autre, en fait. Même d'avoir la peau collée contre l'autre, je trouve que c'est une sensation incroyable, j'adore. Et je dirais l'ouïe, parce que j'aime bien, moi j'aime bien entendre les gémissements, etc. Je trouve que c'est vraiment un moment t'es tellement dans ta bulle, en fait, que tu te lâches complètement, et genre ça part et tout.
Et je trouve ça super cool, quoi, de pouvoir d'avoir un endroit comme ça où se lâcher. Même sonorement, quoi. Sonorement, ça se dit. Même au niveau sonore. C'est quoi la sensation que tu cherches à travers le sexe? Avant, je t'aurais pas répondu ça, mais maintenant je vais te dire que ce que je cherche, c'est une proximité avec la personne qui partage ma vie. Un moment qui nous appartient, où on est connecté, vraiment connecté. Bon, déjà on est très connecté dans la vie, mais là on est vraiment que nous deux. C'est notre moment à nous, il y a personne d'autre qui existe et on est seul sur Terre, et je crois que c'est ça que je recherche le plus aujourd'hui. Et est-ce que t'as des orgasmes à chaque fois? Dans l'ensemble de ma vie sexuelle, j'ai pas eu des orgasmes à chaque fois, mais quand je suis en couple, j'ai des orgasmes à chaque fois, et là oui, avec la partenaire avec qui je suis, j'ai des orgasmes à chaque fois, ouais. Et du coup, dans vos relations sexuelles, elles s'arrêtent quand vous avez eu toutes les deux un orgasme? Bon, on a plutôt tendance à arrêter, faire un peu chacun de son tour, quoi. Donc oui, on s'arrête, mais c'est pour mieux reprendre après, en fait. On s'arrête, mais c'est juste une pause, quoi. Mais en fait, c'est vrai que les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes à la suite. Alors pour moi, c'est pas forcément le cas, mais il faut attendre un petit temps, quoi. Mais oui, par exemple, je sais pas, une nuit, bon, on va dire qu'on fait l'amour la nuit parce que c'est très voilà. Tu vois, je peux avoir plusieurs orgasmes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir en un week-end d'avoir je sais pas 15 orgasmes, 20 orgasmes, quoi. Bon, après à la fin t'es fatigué, quoi. Tu vas pas au boulot, faut que ce soit un long week-end, tu vois, faut 2 jours de récup pour récupérer tout ça, mais en vrai ça m'est déjà arrivé, ouais, de faire un espèce de marathon sexuel pendant tu t'enfermes pendant un week-end et puis tu fais que ça, quoi. Est-ce que t'as déjà simulé? Oui. J'ai déjà simulé avec une fille avec qui j'étais pas vraiment en couple, on se voyait comme ça. En vrai, elle me plaisait pas énormément. J'avais pas vraiment envie de coucher avec elle. Et du coup, je simulais pas mal. Ça a duré 3 semaines quand même, cette histoire. Mais j'avais envie d'un peu d'affection. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais ça nous arrive à tous, de toute façon. Mais j'ai du mal avec les coups d'un soir. En fait, les coups d'un soir, je pense que je simule à chaque fois, quoi. J'ai vraiment du mal. Tu tombes facilement amoureuse? En fait, je tombe facilement amoureuse, mais souvent, je sais que ça va être des histoires d'amour très fortes, en fait. Je suis tombée amoureuse 3 fois dans ma vie, ce qui est pas énorme. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ces 3 femmes très rapidement. C'est-à-dire que là, avec ma copine, je crois qu'on s'est dit je t'aime, ça faisait 1 semaine qu'on était ensemble. Mais parce qu'on s'aimait, en fait, on a appris à s'aimer pendant quelques temps. Et en fait, quand on s'est mises ensemble, on était déjà amoureuses. Et c'était le cas aussi avec les 2 filles avant dont je parle. J'ai appris à les connaître un peu, et en fait, je suis très vite tombée amoureuse, et quand je me suis mise avec elles, j'étais déjà amoureuse. Donc voilà. Quand t'es amoureuse, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes? Alors, moi, je pense que on peut avoir une attirance pour une autre personne, ou plusieurs, dans le sens où on n'est pas des robots, et évidemment que si on passe un certain temps avec quelqu'un, il y a d'autres personnes qui peuvent nous plaire, quoi. Après, moi, j'ai envie d'être dans un couple monogame. Je juge absolument pas les gens qui sont pas dans un couple monogame, mais moi, c'est mon concept de couple. Et du coup, pour moi, il y a une limite à pas dépasser. Pour moi, ma limite, c'est le flirt. En gros, tu peux flirter avec quelqu'un qui te plaît, sachant que toi, t'es en couple, mais tu peux pas aller plus loin. Si tu vas plus loin, ça veut dire que soit t'es pas fait pour la monogamie, soit il faut que tu interroges ton couple, et que voilà. Donc je pense que il faut soi-même se définir ses limites, en fait, et se connaître, et nos histoires d'amour, elles nous font avancer, elles nous font cheminer sur ce qu'on veut. Et si la monogamie c'est pas fait pour la personne, c'est qu'il faut changer de méthode, quoi. Pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de tout ça? C'était important parce que dès que j'ai écouté Entre nos lèvres, j'ai tout de suite eu envie de participer, parce que je pense que les sexualités lesbiennes, je pense qu'il vaut mieux le mettre au pluriel, sont pas du tout représentées, et qu'on n'en parle pas assez, qu'on n'ouvre pas assez la porte aux discussions, et que du coup on peut se sentir un peu seul. On peut se dire que, comme moi quand j'ai commencé ma sexualité, mais à qui je vais en parler, et je me dis que au moins ouvrir la discussion et dire
ça c'est un témoignage parmi tant d'autres, hein. Je suis pas universellement ce qu'est, voilà, je dis pas universellement ce qu'est la sexualité lesbienne, mais quand même, je pense que c'est important de raconter son histoire, et une histoire qui peut être aussi difficile, à travers un podcast comme Entre nos lèvres, parce que on a tendance à ne pas entendre assez d'histoires lesbiennes, gays, trans, bi, et je trouve ça dommage en fait, parce que c'est souvent des jolies histoires aussi. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet, entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Boer. Allez, à dans 15 jours.